Bonjour et bienvenue dans Aurore raconte, les épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. L'histoire d'aujourd'hui, bien que complètement incroyable et à la limite du paranormal, est bel et bien vraie et tirée de faits réels. Elle s'intitule Le cauchemar perpétuel et je vais maintenant te la raconter. L'homme qui vient de s'arrêter en haut de l'escalier de Mrs. Pike ne semble pas entendre. Et pourtant, Mrs. Pike a la voix la plus aiguë de toutes les concierges de Londres. Son époux le lui dit bien souvent. « Hé, monsieur Jones, vous m'entendez ?» Jim Jones est un locataire poli d'habitude. Pourquoi regarde-t-il Mrs. Pike avec cet air de dégoût et de terreur insupportable ? « Monsieur Jones, je vous parle ! Qu'est-ce qu'il y a ? Vous êtes malade ?» Cette entrevue est extrêmement importante. Elle a lieu le 7 juillet 1929 à 8 heures du matin dans un petit immeuble bourgeois du quartier ouest de Londres, au numéro 6 de la rue Chesterfield. Mrs. Pike y est concierge depuis plus de 20 ans. C'est une femme maigre, au maigre chignon et à la voix acide, qui semble n'avoir pour but dans l'existence que la propreté des escaliers et des boutons de porte. Son époux, Théolonius, est agent de police chargé des rondes de nuit. Il dort dans la journée alors que sa femme, le chiffon à la main, inspecte sans relâche la bonne tenue de l'immeuble. Le locataire, Jim Jones, est un homme de 35 ans, réservé et sympathique, marié depuis 2 ans et père d'un bébé de 6 mois. Il est employé chez un notaire depuis son retour de l'armée en 1919. Des locataires discrets, tranquilles, convenables, ainsi qu'aime à le dire Mrs. Pike, qui d'habitude n'est pas vraiment tendre dans ses jugements. Or, ce 7 juillet 1929, à 8 heures du matin, Mrs. Pike est furieuse contre son locataire préféré. « Dites donc, monsieur Jones, ce n'est pas pour dire, mais vous en avez fait un raffut cette nuit. Je n'ai que la nuit pour dormir, moi. On n'a pas idée de déménager ses meubles à 3 heures du matin. » Jim Jones est si pâle, il a les yeux si creux, il tremble tellement que Mrs. Pike est à peine étonnée de le voir encore en pyjama à l'heure où il s'en va travailler en costume et casquette de tweed. Il est malade, cet homme, c'est visible au premier coup d'œil. D'ailleurs, il ne s'excuse pas. Il reste là, planté sur les marches de l'escalier, hagard, avec toujours cet air de dégoût et d'effroi. C'est alors que Mrs. Pike remarque que son locataire a laissé ouverte la porte de son appartement au premier étage. Elle entend crier le bébé. Avec l'esprit de décision qui la caractérise et en annonçant toujours à l'avance ses intentions, Mrs. Pike déclare « Bon, eh bien, je vais voir ce qui se passe chez vous, monsieur Jones, et s'il est besoin d'y mettre de l'ordre, d'appeler un médecin ou quoi que ce soit d'autre, je m'en occupe. » Ce faisant, Mrs. Pike pénètre de plein pied dans une histoire qui ne la regarde pas vraiment. L'appartement des Jones est assez petit, propret. Tout d'abord, Mrs. Pike n'y découvre aucun désordre. La cuisine est rangée, la vaisselle faite de la veille, le living room ne révèle même pas les traces d'une fête quelconque. Mais c'est en pénétrant dans la chambre à coucher que Mrs. Pike pousse des cris d'orfraie qui se répercutent à travers tout l'immeuble. Que le bébé pleure dans son berceau, c'est normal. Il n'a pas eu son biberon du matin et personne ne s'est soucié de le changer. Mais à 10 mètres de lui, étendue en travers du lit conjugal, sa mère est morte. Morte d'une drôle de manière, comme au cours d'un combat de titans. Ses vêtements de nuit déchirés, ses cheveux arrachés, son corps couvert d'ecchymoses en témoignent. En l'espace de quelques minutes, Mrs. Pike a toutefois récupéré son souffle, arraché le bébé à son berceau, entraîné M. Jones dans la loge et réveillé en sursaut son policier de mari. Ahuri de sommeil, le brave homme se précipite à son tour pour prévenir Scotland Yard. Tandis que, sans aucun complexe, Mrs. Pike prend les choses en main. « Asseyez-vous ici, monsieur Jones, et ne bougez pas. Je vais m'occuper du bébé, mais vous allez me dire ce qui s'est passé chez vous. » Jim Jones semble avoir la gorge nouée. Totalement affolé, il n'arrive qu'à bredouiller des mots sans suite en se tordant les mains. « Bon, il faut d'abord vous calmer. Buvez ça, c'est du whisky, ça vous remontera. Pendant ce temps, je vais chercher de quoi nourrir cet enfant et le changer. Je suppose que vous êtes incapable de me dire où se trouvent les choses, le lait et le reste. Donc je vais me débrouiller sans vous. Mais surtout, ne bougez pas d'ici. D'ailleurs, je vous enferme à clé, hein. Vous comprenez, je ne peux pas faire autrement. Je connais la police.
Pensez, si par malheur vous aviez assassiné votre femme, il faudrait qu'on vous trouve ici, en train d'attendre bien sagement. 5 minutes plus tard, la loge est envahie par une escouade de policiers et par Mrs. Spike, chargée des couches et des biberons. Les hommes se précipitent à l'étage et un inspecteur s'installe en face de Jim Jones, toujours frappé de stupeur. « Je vous écoute, monsieur Jones. Que s'est-il passé ?»« Je sais pas. Vous avez dormi chez vous pourtant. Vous êtes en pyjama. »« Oui. Alors, qui a tué votre femme ?»« Je ne sais pas. Je me suis réveillée. Elle était déjà morte. »« Monsieur Jones, est-ce que vous avez bu ?»« Non, non, monsieur. Juste un whisky que Mrs. Spike vient de me donner. »« Vous êtes battu avec quelqu'un ?»« Je ne sais pas. Peut-être. Je ne sais pas. Vous êtes couvert de marques de griffes, vous le savez ?» Jim Jones regarde ses mains, ses avant-bras, et se frotte le visage en tremblant. « Monsieur l'inspecteur, je crois que j'ai fait un cauchemar. Il me semble que j'ai rêvé de quelque chose d'horrible. Je n'arrive pas à me souvenir vraiment, mais je vois des images. » « Quelles images, monsieur Jones ? » ?»« La guerre, vous savez, la guerre. J'ai rêvé de la guerre. J'étais dans une tranchée et un Allemand rampait pour me rejoindre. Je ne le voyais pas, mais je savais qu'il était là, qu'il venait pour me tuer. Je crois que je me suis battu avec lui. »« Est-ce que vous êtes dans votre état normal, monsieur Jones ? Je veux dire, est-ce que vous êtes soigné pour une maladie quelconque ? Non ? Vous étiez seul chez vous avec votre femme ? Oui. La porte était fermée ? Oui. Personne d'autre que vous n'a pu entrer ? Non. Alors, monsieur Jones, vous avez tué votre femme. Cela ne vous paraît pas évident ? Ou bien essayez-vous de vous payer ma tête ? Tout cela paraît fort simple, en effet, pour un inspecteur de police. Cet homme-là, qui porte sur son visage des marques d'ongles, dont la poitrine et les épaules saignent même par endroits sous le pyjama, cet homme-là a tué sa femme, pour un mobile qui reste à déterminer, mais il n'est pas question qu'il prenne les policiers pour des imbéciles. Tous les témoignages concernant Jim Jones sont excellents. Les hommes de Scotland Yard ont interrogé les voisins, les collègues de bureau, les employeurs, la famille, les supérieurs de l'armée, pas une fausse note. Voilà donc un homme qui a étranglé son épouse après une violente bagarre dans la nuit du 7 juillet 1929, sans que rien ne le laisse prévoir. Sauf une chose. C'est un médecin militaire qui le dit au procès en s'adressant aux jurés. Ce garçon avait 25 ans à la fin de la guerre, qu'il a faite en France, dans les tranchées. Durant 4 ans, c'est-à-dire de 21 à 25 ans, il n'a connu que la guerre, la peur, le bruit des armes, le sang et la mort. Un jour, on me l'a ramené sur une civière. Il avait le crâne fracturé. Ses camarades l'avaient dégagé d'une tranchée où il s'était battu au corps à corps avec un soldat allemand. Les 2 hommes n'avaient plus de munitions. Jim s'est défendu farouchement et a blessé mortellement son adversaire d'un coup de baïonnette. Mais avant de mourir, l'autre l'avait assommé d'un coup de crosse. On l'a retrouvé inanimé, empêtré dans le corps de son ennemi. Il a mis plusieurs jours à reprendre connaissance. Par la suite, il s'est plaint de faire des cauchemars, ce qui est tout à fait naturel. Ceux qui ont vécu ce genre de combat ne l'oublient jamais. Je suggère donc à la cour l'explication suivante. Jim Jones a tué au cours d'un cauchemar. Dans son rêve, il se battait avec un ennemi. La salle pousse un « Oh » d'étonnement et de doute. Mais le juge ramène le calme. Votre suggestion, docteur, ne fait-elle pas partie des élucubrations que la science tente de faire admettre à la justice sans preuve évidente ? Non, monsieur le juge. Un de mes confrères américains m'a communiqué le cas particulier d'un de ses patients qui a massacré sa famille l'année dernière dans de semblables circonstances. Cet homme souffrait depuis la guerre de crises de somnambulisme au cours desquelles il revivait certains épisodes particulièrement cruels des combats qu'il avait livrés. L'examen psychiatrique de cet homme a prouvé qu'il souffrait d'un déséquilibre mental particulièrement sournois, car il ne se manifestait pas ou peu dans la vie quotidienne. J'ai examiné moi-même Jim Jones, je l'ai interrogé ainsi que l'a fait la police,
et je suis arrivée à la conclusion que cet homme était irresponsable au moment du crime. Il a tué, certes, mais ce n'est pas sa femme qui l'a tué. Je suis prêt à affronter toutes les contre-expertises que la cour décidera. » Ainsi fut fait. Les examens donnèrent raison à la théorie du médecin militaire. Jim Jones adorait sa femme et son fils de 6 mois. Depuis qu'il était marié, il ne se souvenait pas avoir souffert de cauchemars comme après sa blessure de guerre. Et puis, une nuit, Dieu sait pourquoi, le rêve noir l'avait repris et il s'était battu comme un fauve dans le lit conjugal, sur les oreillers de dentelle. La bataille avait duré longtemps, puisque selon Mrs. Pike, la concierge, le bruit avait duré plus d'1/4 d'heure au premier étage. Jim Jones fut donc enfermé dans une maison de santé et non pendu. Mais les jurés se souviendront longtemps de ce qu'il a dit après avoir entendu le verdict. « Vous auriez mieux fait de me pendre. Maintenant, ma vie ne sera qu'un cauchemar perpétuel. J'ai tué ma femme, je l'ai battue, je l'ai étranglée comme un sauvage. Avant de mourir, qu'a-t-elle pensé de moi? Qu'a-t-elle compris? Rien, sinon que je la tuais, donc que je ne l'aimais pas. Oui, vous auriez mieux fait de me pendre. » C'est ce que Jim Jones a fait, de lui-même, quelques mois plus tard, après avoir écrit à ses juges « Je serai mon propre bourreau, et que Dieu permette à mon fils de vivre une ère de paix dans le monde. » Voilà comment se termine notre histoire du jour. Merci d'avoir écouté Aurore raconte, les épisodes de storytelling du podcast Free Your Mind by Aurore. Et à très vite pour une autre histoire.